Coucou, c'est Caro. Alors aujourd'hui, dans la série de vidéos des voyageuses, je voudrais vous présenter donc une voyageuse que je vais découvrir en même temps que vous, qui s'appelle Marie. Bonjour Marie. Bonjour, Karine. Alors j'aimerais bien que tu puisses d'abord te présenter, dire un petit peu ce que tu fais déjà aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis prof de yoga. Je suis prof de Hatha Yoga et je suis également thérapeute en soins sonores avec les bols tibétains. Donc, c'est une méthode que j'ai apprise au Népal et que j'ai ramenée en France qui est extrêmement efficace pour rééquilibrer l'énergie et puis pour se relaxer, lâcher prise. Et voilà. Alors ça fait combien de temps que tu fais cette activité-là? Alors, je me suis formée il y a un an, un peu plus d'un an et demi. Et puis, j'ai commencé à exercer au bout de quelques mois, donc on va dire que ça fait un an. Donc, j'ai commencé à pratiquer à la fois l'enseignement du yoga et à proposer des soins sonores aux personnes au cours de mon voyage, de mon dernier voyage qui a duré à peu près un an et demi. Et donc, je me suis complètement comment on dit j'ai complètement changé d'orientation professionnelle pendant mon voyage et j'ai commencé à travailler pendant mon voyage. Voilà, donc ça fait à peu près un an. Alors justement, tu vois, donc là, tu me dis que tu as changé d'orientation professionnelle, que c'est suite à un voyage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qui a motivé ton voyage au départ et comment tu es partie? Est-ce que tu as toujours voyagé? Est-ce que ça t'est arrivé comme ça tout d'un coup? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de partir en voyage seule? Alors non, j'ai pas toujours voyagé. Enfin, jusqu'à ce moment-là, en fait, je voyageais en général en couple, où je voyageais avec des copines, on partait en week-end ou un peu plus, mais je n'étais pas une grande voyageuse jusqu'à ce fameux départ au Népal il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans. En fait, c'est suite à quoi? À l'arrêt de mon ancienne activité qui s'est fini par un burn-out. Et voilà, je travaillais comme une folle, j'avais une entreprise dans le marketing. Et puis j'ai décidé de vendre la boîte parce que j'ai décidé de vendre la société parce que ça ne me convenait plus, ça ne répondait plus à mes aspirations. Et puis ma santé commençait à en pâtir. Donc j'ai décidé d'arrêter ça. Et puis, Quels ont été les signes qui ont fait que tu t'es dit, ça y est, je vends tout, parce qu'on a construit une ouais, société, même si ça se passe pas bien, enfin de la dire je vends tout, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, pour toi, c'était plus possible? bah, en fait, ça se passait bien jusqu'à un moment donné où j'ai fait une erreur d'investissement où là, j'ai eu de gros problèmes de trésorerie sur les 2 dernières années, mais pendant 6 ans, ça s'est très bien passé. C'est que en fait, j'avais l'impression un peu complètement d'être prisonnière de cette activité. Prisonnière à la fois géographiquement, parce que j'étais pas toute seule, j'avais des collaboratrices, j'avais des bureaux, j'avais des clients, des comptes à rendre à peu près à tout le monde. Et du coup, c'était voilà, beaucoup de responsabilités et puis une espèce de prison géographique, une espèce de prison également en termes d'évolution personnelle. J'avais l'impression de stagner, je n'avançais plus, je n'apprenais plus rien. Et puis, d'un point de vue spirituel, ça laissait très peu de place en fait pour que je puisse me développer. Alors après, comme on dit, le temps, on le trouve. Le temps et la place, on le trouve quand on veut, voilà, quand on veut développer des choses. Moi, en l'occurrence, j'étais très investie et à fond dans ce que je faisais. Et puis, j'ai senti voilà, j'ai eu besoin de m'en extraire pour pouvoir me libérer. Et puis, me libérer de plein d'autres choses d'ailleurs. Il n'y avait pas que ça. J'avais vraiment besoin de faire le point sur moi-même, que je n'avais pas eu le temps de faire pendant à peu près 15 années d'activité professionnelle assez intense. Et voilà, j'ai eu besoin de prendre du recul, je crois. Prendre du repos aussi, dans un premier temps, puis prendre du recul et puis me défaire, me détacher de plein de choses que j'avais accumulées, en fait, qui ne m'appartenaient pas. Des façons de penser, ou, voilà, des peurs,
des émotions ou des façons de vivre, des choses comme ça. Et j'avais besoin de me retrouver moi-même et puis un peu comme un artichaut, tu sais, d'enlever les feuilles de tout ce qui ne t'appartient pas pour aller retrouver l'essentiel, en fait, pour retrouver le cœur. Ouais. Et j'ai eu besoin de prendre le large pour faire ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Ben, moi, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, le processus que tu expliques là, c'est exactement moi le même processus que j'ai ressenti quand je suis partie. J'avais exactement le même besoin de me libérer, de me nourrir à nouveau, comme tu dis aussi, de me libérer de tout un carcan aussi au-delà du travail. C'est aussi un carcan social, culturel, familial sans juger personne, mais c'est-à-dire à un moment donné de se retrouver soi, savoir qui on est vraiment et de se rapprocher complètement de cette personne en dehors justement d'un contexte social existant. Et du coup, je me demande, parce que moi, quand je suis partie, j'ai organisé donc mon départ. Je dis toujours, je suis partie un peu à l'arrache, je n'avais pas trop organisé. Et j'aimerais bien savoir, du coup, là, comment toi, ça s'est passé ton premier mois de voyage. Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que moi, je sais ce que j'ai ressenti. Moi, ça m'a beaucoup déstabilisée, en fait, puisque j'avais rien mis en place, je n'avais pas pensé avant. Toutes les questions sont apparues. J'aimerais bien savoir ce que toi, tu as ressenti. Ouais. Alors déjà, au départ, j'étais pas du tout partie pour faire 1 an et demi de voyage. Au départ, je devais partir 10 jours. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et les 10 jours se sont transformés en 1 an et demi. En gros, j'avais décidé de faire un petit break. Après la vente de ma société, j'avais déjà commencé à retravailler comme une folle, et plus ou moins dans la même chose. Et puis à un moment donné, je me suis dit, stop, tu t'es pas libéré d'un schéma pour rentrer exactement dans le même schéma et pour reproduire la même chose. J'avais besoin de souffler, de faire un break. Et en fait, j'ai une amie, enfin, j'avais envie de voyager, mais c'est vrai que j'avais jamais voyagé seule, donc j'avais peur. J'avais peur de voyager seule. Et puis, en plus, à l'époque, j'étais très attirée par l'Inde. Et c'est vrai que, voilà, l'Inde, Ça fait peur. ça se fait peur. Voilà, on entend un peu de tout et peut-être un peu de n'importe quoi. Mais enfin, bon, on entend beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas, quand on est une jeune femme, on appréhende un petit peu de partir en Inde toute seule. Ben, moi, je ne suis pas partie. J'avais envie d'aller en Inde. J'ai toujours sauté l'Inde. Ça fait 4 ans que je voyage et j'y suis toujours pas passée. Mais peut-être que suite à ton témoignage, ça me donnera envie d'y aller. Ouais. Bah écoute, ouais, après, je pense qu'il faut aller aux bons endroits, puis voir ce qui t'intéresse de faire et puis de préparer peut-être un petit peu les choses. Mais bon, puis en plus, moi, par expérience, tu vois, lors de mes voyages, je me suis rendu compte qu'on n'est jamais vrai, on n'est jamais seul. Bien Et, sûr. et puis voilà, maintenant, j'avais rencontré plein de gens. Et puis au Comme final, ailleurs, quoi, en fait, finalement. Enfin, ouais, comme ailleurs. Et puis, il suffit de respecter certaines règles, tu vois, et des choses, pas aller n'importe où à n'importe quelle heure. Et puis, voilà. Mais c'est sûr. Du coup, comment tu as fait quand même? Parce que donc tu dis que tu avais quand même des peurs au départ. Ouais, Comment tu as fait toi pour dépasser tes peurs? ouais. Alors, donc au départ, c'était juste un C'est voyage. parti. Ouais. Et puis, c'est juste un voyage de 10 jours que je m'étais octroyé, tu vois. Je m'étais dit, tu as le droit de prendre les 10 jours, 2 semaines éventuellement, mais bon. Et puis, je ne savais pas où aller. Et puis j'ai une copine qui a beaucoup voyagé, qui a quasiment fait le tour du monde, en fait, et qui me parle du Népal, qui m'a dit, tu sais, le Népal, c'est super, c'est un de mes voyages préférés après l'Inde, parce que c'est une passionnée d'Inde aussi. Moi, c'est le Népal pour l'instant. C'est vrai. Ouais. Ouais, j'ai adoré. Ouais, moi aussi. Mais moi, j'ai préféré le Népal. Enfin, c'est mon pays préféré de ce que j'ai fait. Ouais. J'y retournerai d'ailleurs. J'y suis allée 2 fois et j'y retournerai parce que voilà. Mais et donc elle me parle du Népal puis je commence à regarder des photos du Népal et puis je me rends compte qu'on peut faire des treks et qu'on peut aller marcher dans l'Himalaya. Et là je me dis dans l'Himalaya, waouh! Et si j'allais marcher dans l'Himalaya, c'est un truc de fou. Et je sais pas ce qui m'a appris, parce que moi j'ai jamais fait de trek de ma vie, j'avais jamais marché 10 jours d'affilée dans la montagne, tu vois. Et c'est mon corps qui a parlé, tu vois. Mon corps, il m'a dit, si, mon corps crevait d'envie de faire du sport, d'aller marcher, de prendre l'air, de respirer, d'ouvrir mes poumons, tu Ouais, vois. Et je il vois en très avait bien. une vie parisienne, enfin urbaine, parce que j'habitais à la fois Marseille et Paris à cette époque. Et du coup, et voilà, et j'avais envie de ça. Et je sais pas, c'est pas mon mental qui a décidé. C'est mon corps et mon cœur, sûrement aussi. Et je me suis inscrite. Non, alors, c'est un voyage organisé. Enfin, c'était un D'accord. trek pendant 10 jours
dans l'Himalaya et on allait gravir l'Annapurna pendant 10 jours avec un groupe d'autres Français. Voilà. Donc, je me retrouve au Népal dans un contexte pris en charge. Hein. Je suis débarquée à l'aéroport, quelqu'un est venu me chercher, j'ai rejoint le groupe et on a marché pendant 10 jours avec guide, etc. Et là, pendant ces 10 jours de marche dans la montagne, c'était une révélation. Je revivais, tu vois, j'avais tout l'impression de tout me réouvrir. Je retrouvais le contact avec mon corps que j'avais perdu. Je me sentais bien, je respirais. J'arrêtais de penser sans arrêt. Tu sais, le petit singe qui est toujours en boucle. C'est vraiment du qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Bon, j'avais 10 millions de pensées à la seconde. Et alors là, d'un coup, je marchais, tout devenait clair, limpide. J'étais juste bien, tu vois. Je suis tombée amoureuse de ce pays où les gens sont formidables. J'y suis allée un an après le terrible tremblement de terre qui a eu lieu en 2015. Moi, j'y étais juste avant. Je suis allée en novembre, juste avant le tremblement de terre. Ouais. En novembre 2014. D'accord. Ouais. Moi, j'y suis allée juste après, enfin un an après, où il y avait encore beaucoup de séquelles. Et malgré tout, les gens super ouverts, le cœur sur la main, prêts à te donner tout ce qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils n'avaient rien, mais en tout cas, tu vois, voilà. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ce pays, j'ai trouvé ces gens incroyables. Et puis au moment de prendre l'avion au retour, eh ben, je n'ai pas pu le prendre. Je ne pouvais pas changer mon billet d'avion, je ne pouvais pas le changer, mais j'ai décidé que je ne rentrerais pas. Donc, tu es montée dans l'avion. Je ne suis pas montée dans l'avion, je ne l'ai pas pris. La veille de prendre l'avion, non, je ne rentre pas à Paris, je n'ai pas envie. Donc là, tu étais avec ton groupe. Eux sont rentrés à la fin du voyage, ils ont pris leur avion et moi, je ne l'ai pas pris. Et du coup, alors à ce moment-là, donc, parce que j'imagine que tu n'avais pas anticipé ce sentiment. Non. Donc du coup, tu t'es dit, bon, ok, je prends pas l'avion, mais je fais quoi? Bah ouais, c'est ça. Déjà, ça, c'était ma première petite victoire, tu vois, parce que il y avait plein de boulot qui m'attendait à Paris, parce que machin, et j'avais du mal, j'étais un peu en bataille interne, tu vois, là-dessus, de me dire, mais quand même, machin, il y avait un côté, il y avait l'ange, alors attends, il y avait le démon qui disait mais si, enfin, rentre à Paris, tu vois, tu vas bosser, tu vas gagner plein d'argent, machin, il faut. Et puis, tu avais l'autre qui disait, bon, après tout, qu'est-ce qui compte dans la vie et puis là, est-ce que tu as peut-être envie et besoin de te faire du bien? Voilà. Bon, bref, ils étaient en train de parler tous les deux, tu vois. Et puis, finalement, c'est l'ange blanc qui a gagné. Et j'ai décidé de rester. Et puis, je ne sais pas comment, je ne sais plus comment, je me suis retrouvée à m'inscrire à une formation pour devenir thérapeute en bol tibétain qui commençait juste là. Tu vois, Là-bas, c'était à Katmandou, Ouais, j'avais fini le trek, j'en étais de retour à Katmandou. Et puis, je ne sais pas comment je me suis retrouvée à faire cette formation, je ne me rappelle plus. Tu l'as trouvé en ligne, tu l'as trouvé en te baladant, tu t'as trouvé ça, tu sais. Je sais plus. Je crois que j'en ai parlé avec sûrement quelqu'un que j'ai rencontré. Et puis, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que j'avais vu ce truc-là, ça m'interpelle. Et je vais voir sur Internet. Et le cours commençait juste à ce moment-là. Ouais, Je me suis dit, ben ouais, il faut que j'y aille. Et donc, je me suis mise à faire cette formation. Et puis voilà. Et puis, suite à ça. Et du coup, dans ce cas-là, tu t'es organisé comment? Tu logeais dans le cadre de la formation ou tu t'es logé dans la Là, ville? c'était le début de mon voyage, j'avais encore un tout petit peu d'argent. Donc là, je dormais à l'hôtel. J'avais un hôtel pas trop cher, tu vois. Oui, bah bien, de toute façon, ça ne coûte pas grand-chose au Népal, hein, l'hôtel. Voilà. Donc, Et du coup, par contre, tu dis que tu avais encore un peu d'argent. Tu avais déjà vendu ton entreprise ou pas là? j'avais déjà vendu. Ouais. D'accord. Donc, j'avais un petit peu, mais ce n'était pas des milliers des cents. Mais bon, je veux dire, je me posais moins de questions que sur la fin de mon voyage. Ouais, Et, bah... sachant, et oui. Non, mais les finances, ça rentre en compte dans un voyage. Après, c'est sûr Ouais. qu'il y a toujours des solutions pour voyager, même avec moins d'argent ou avec très peu d'argent. Mais c'est moins confortable, c'est quand même plus stressant. Voilà. À ce moment-là, j'étais un peu moins stressée puisque du coup, j'avais ça. Sur la fin de mon voyage, j'ai pas dépensé un seul centime. J'étais en Inde et je n'ai pas dépensé un centime. Alors, comment tu as fait pour ne pas dépenser un centime? Est-ce que tu travaillais? Bah, parce que bon, déjà, la vie ne coûte pas grand-chose. Hein. Dans l'absolu, j'avais fait le calcul. Tu peux te loger pour 80 € par mois en Inde.
Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi. D'ailleurs, j'ai gardé cette option pour le. Ouais. Là, ayant moins de moyens, voire plus de moyens, je me suis dit, bah, ça peut être complètement une solution pour avoir un chez-soi pas cher en voyage et expérimenter la vie dans un autre pays. Ouais. Ah bah l'Inde, ça coûte rien, la bouffe, ça coûte rien non plus. Et puis en plus, au-delà de ça, je travaillais en fait en Inde et du coup, je donnais des cours de yoga, je faisais des soins. Donc du coup, ça me payait, ça me couvrait mes frais et j'étais La vie complètement... quotidienne. Ouais, exactement. Donc Tu c'était étais en dans Inde. quelle région d'Inde? Tu étais dans le nord, dans le sud? Alors j'ai été dans le nord, dans le Dharamsala pendant 2 mois, dans les montagnes. C'était génial, c'est magique. T'as tous Alors, les... est-ce que toi aussi, tu étais dans ce fameux village du Dalai Lama? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu l'as rencontré? Je l'ai vu, ouais. Et Ouais. ça se passe comment la rencontre? Je ne l'ai pas rencontré personnellement, hein. C'était une puja, une cérémonie, une messe, enfin ouais, une cérémonie avec plein de bouddhistes qui étaient là. Et puis, on était tous là et donc je le voyais répéter les prières et choses comme ça ou se déplacer, mais je ne l'ai pas vu en face-face, quoi. Tu vois, il était, D'accord. comme quand tu vois le pape, voilà, Non, non, mais c'est quand même une expérience. Enfin, c'est, c'est incroyable. Et il y a une énergie incroyable dans ces montagnes. Enfin, c'est assez fou. Tu as toute la population des réfugiés tibétains qui vivent là, parce qu'ils sont chassés par le gouvernement, enfin, ils sont maltraités par le gouvernement chinois, et donc ils s'expatrient dans cette région de l'Inde. Et donc, tu as l'impression d'être au Tibet, tu n'as pas l'impression d'être en Inde du tout. d'accord. Et puis voilà, puis moi qui suis fan de yoga et puis de médecine différentes, etc., tu as plein d'écoles, tu as plein de stages, tu peux faire plein de choses là-bas. Et puis tu es dans un environnement, tu es dans les montagnes, c'est incroyable. J'ai fait 2 jours de marche dans les montagnes là-bas, c'était magnifique, c'est Et superbe. tu es resté combien de temps dans ce village-là? Là, j'ai dû rester 2 mois et demi, je crois, à peu près. Ouais. Et donc, tu faisais tes cours. Là, tu avais un mode de vie finalement orienté autour du yoga, de la pratique du yoga. Ouais. Et puis j'avais mon blog, j'ai débuté mon blog à ce moment-là. Et Euh, ton blog, c'est quoi? c'est mesmeilleuresméditations.com sur les méditations, sur la méditation. D'accord. Moi, j'en suis venue au yoga par la méditation. J'ai commencé par la méditation il y a 6-7 ans. Et puis j'ai voulu mettre du corps dans ma pratique. Et ensuite, je me suis mise au yoga. Et puis, je suis devenue prof par la suite. Mais enfin, voilà. Et du coup, le blog. Donc, j'ai commencé le blog à ce moment-là, dans ces montagnes. Et donc, en effet, mon quotidien, c'était donner des cours de yoga aux touristes qui étaient là, faire des soins, parce que j'étais formée, parce que là, on parle de la fin de mon voyage. Ouais, Et puis j'écrivais sur mon blog. Donc, j'avais un quotidien d'accord. parfait. C'était génial. Alors, tu dis là, c'est la fin de ton voyage. Tu donnais des cours de yoga. Alors, si on était resté au Népal où tu avais commencé tes cours de bol tibétain, là, entre deux, après ça, tu es parti en Inde ou? Non, ah non, non. Après ça, alors après le Népal, où je suis restée du coup 1 mois et demi. Là, j'ai fait, après les bols, j'ai fait une retraite dans un temple bouddhiste de 10 jours, donc de méditation, où on se levait à 4h30 du matin. On faisait, je sais plus, 5-6 heures de méditation par jour. Et puis, on avait des enseignements sur le bouddhisme. Donc, on était 80 personnes du monde entier qui étions là. Et c'était super intéressant. J'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ça a été un moment dans ma vie où j'avais besoin de faire le point sur ce dont j'avais envie, ce que je voulais dans ma vie. Et en fait, ça m'a énormément aidée à comprendre plein de choses. Vraiment, tu vois, au-delà de, c'est pas l'aspect religieux, c'est plutôt vraiment l'aspect de la philosophie du bouddhisme m'a vraiment aidée à y voir plus clair sur ma vie, sur mon passé et sur l'orientation que j'avais envie de donner à mon futur. Et Est-ce que du coup, c'était le fait aussi de se retrouver dans une atmosphère un peu plus calme, enfin loin de l'agitation, tu vois, je veux dire, donc à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, ton cerveau aussi se pose et ça te permet de faire le point? tu vois, j'étais perchée sur une colline au-dessus de Katmandou, entourée de moines bouddhistes, avec la tenue, tu vois, des petits moines de 4 à 80 ans. Et puis on était en silence la moitié du temps. Et le reste du temps, on écoutait des enseignements bouddhistes. Et en effet, tu n'as juste pas de choix. Tu te poses, tu n'es plus dans le mouvement. Tu vois, là, c'est un voyage intérieur que tu fais en étant immobile. Et tu plonges à l'intérieur de toi pour mieux comprendre ce qui s'y passe et pour pouvoir faire le point.
Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait un grand ménage à l'intérieur de moi-même. Et ça m'a permis d'y voir clair sur plein de choses. Et c'est là où j'ai commencé à prendre quelques petites décisions. En tout cas, tu vois, ça a commencé à se profiler à ce moment-là, en fait. Voilà. Alors, du coup, quelle a été la première grande décision que tu as prise une fois que tu es sortie de la méditation et puis de cet endroit qui t'avait permis de refaire, De de redonner continuer une à direction à ta vie? Tu as fait quoi? profiter de l'instant présent, d'arrêter de me projeter dans le futur sans arrêt, de vivre dans l'instant présent et de continuer mon voyage. D'accord. Donc, tu avais quand même envie de continuer de voyager. C'était dans l'instant qui… C'était dans l'instant ce qu'il me fallait, ce dont j'avais besoin pour continuer mon cheminement et y voir plus clair encore sur ce que je voulais faire et tout ça. Donc, je me suis dit, tu vis dans l'instant présent et j'ai arrêté de me questionner, de me poser des milliards de questions. Et puis, alors j'avais pas mal de choses du passé qui revenaient, tu vois, que j'avais besoin de clarifier. Mais j'ai arrêté trop de me projeter. C'était un peu mon problème. Moi, je suis quelqu'un un peu, je suis dans l'action, je suis toujours… Je voilà. comprends bien ça. Mais on a tous tendance, je trouve, que quelque part, la projection dans le futur, c'est aussi rassurant parce que c'est quelque chose, c'est un environnement concret qui n'existe pas encore et forcément qui a l'image de quelque chose d'idéalisé. Donc forcément, je trouve que ça rassure dans un présent qui est quelquefois un peu bancal où on cherche un équilibre dans notre vie. Mais c'est vrai qu'en même temps, bah, ce futur-là, même s'il est rassurant, il est de toute façon illusoire, il n'existe pas encore, on ne sait même pas si on va l'atteindre. Donc, mais justement, tu vois, tu dis, ouais, j'essaye de profiter du moment présent et bah, moi, je l'entends parce que je ne vais pas dire forcément, mais dans un voyage dans lequel on vit aussi un voyage intérieur et on a forcément ces moments où on se retrouve bah, seul face à soi-même. Et même si on rencontre l'autre, on est très souvent seul parce qu'on est sorti de son environnement. Et justement, enfin, tu as plein de moments où tu te dis, je vis l'instant. Je voudrais savoir comment toi, concrètement, tu arrivé à le mettre en place. Parce que je sais que moi, par exemple, il a fallu que je le conscientise beaucoup. Par exemple, tu vois, c'était ressentir ne serait-ce que le vent sur mon visage, ressentir les pas que je pouvais faire. Quand j'étais en train de nager, par exemple, tu vois, vraiment avoir conscience de la sensation de l'eau. Enfin, c'était beaucoup à travers finalement les éléments et le fait d'être à l'extérieur que j'ai pu le ressentir. Et dès que je suis enfermée, je le ressens beaucoup moins. Donc, je ne sais pas comment toi, tu pratiques ça, comment tu arrives à le… C'est exactement ce que tu décris. C'est-à-dire, moi déjà, ça, je l'avais expérimenté avec la marche, quand je suis partie marcher en montagne, où là, j'étais connectée aux éléments, j'étais connectée, comme tu dis, le vent sur la peau, le soleil sur le visage, les pieds à chaque foulée que tu fais, le rapport au corps, le rapport au souffle. Et c'est une espèce de méditation qui te ramène dans l'instant. Parce qu'en fait, les sens, c'est la meilleure manière, la plus facile d'ailleurs, d'être dans l'instant présent et de laisser passer les pensées, celles qui nous envahissent en fait la tête et qui nous empêchent de nous connecter à nous-mêmes. Et du coup, ça, je l'avais expérimenté sans le rechercher par la marche en montagne. Et après, j'ai compris le mécanisme, mais je méditais déjà, hein, mais j'ai encore plus compris le mécanisme pendant cette retraite de méditation donc, dans le temple bouddhiste au Népal, où là j'ai vraiment compris le mécanisme, même physiologique au niveau du cerveau, tu vois, enfin vraiment, il y a quelque chose qui se passe et où tu arrives à décrocher toutes ces pensées qui sont ruminantes, tu sais, où tu es tout le temps, et qui en fait t'aveuglent et t'empêchent de prendre les bonnes décisions. Parce qu'en fait, les bonnes décisions, elles viennent de là, elles viennent du cœur, elles viennent pas d'ici. Et elles viennent du cœur et du corps. Le corps nous donne des indications aussi. Enfin, tu vois, avant de partir au Népal, j'avais des rendez-vous de clients à Paris et un matin, c'était assez rigolo, tu vois, j'enfile mes talons de businesswoman, j'enfile le pied gauche, au moment de mettre le pied droit, une sciatique hallucinante, tu vois, j'avais l'impression d'avoir 90 ans et je ne pouvais plus marcher, enfin, j'avais super mal. Donc, et après, j'étais couchée pendant 3 jours, je ne pouvais plus me lever, c'est-à-dire que j'avais tellement mal au dos, dans la fesse, dans la jambe, c'était impossible que je mettais le pied par terre, voilà, dans le truc. Et puis ça finit par s'adoucir un peu, puis je partais marcher, je partais trekker dans les montagnes une semaine après. Et une semaine après, je mets le pied au Népal, je sors de l'avion, je mets le pied au Népal, je commence à marcher dans la montagne. Il n'y avait plus rien, j'avais plus mal, j'avais plus de sciatique, j'avais plus rien. Et j'ai pu marcher pendant 10 jours tous les jours, pendant 6-7 heures tous les jours. Mais c'est là où on se rend compte aussi beaucoup de
la force du mental et à quel point ça peut jouer sur ton corps, au point de paralyser ton corps ou de le libérer en fonction de Exactement. là où tu te trouves et si c'est bon ou pas bon pour toi. Alors, après, des fois, c'est vrai que je trouve que quand on a ce discours-là dans un milieu social un petit peu terre à terre, ça fait un peu, pas illuminé, mais tu vois, enfin, ça peut paraître un petit peu, comment dire, Ouais, décalé par rapport à ce qu'on ouais, veut. décalé. Voilà, c'est ça, décalé. Mais en même temps, moi, tu vois, ces choses que tu dis, c'est des choses que j'ai ressenties aussi. Je me suis vue, euh, c'était peut-être d'autres choses, mais tu vois, à un moment donné, porter mon sac à dos, je suis partie, moi, alors, je suis partie, toi, tu dis que tu étais businesswoman, bon, moi, j'étais aussi très citadine, je suis toujours d'ailleurs un peu citadine, mais quand je suis partie, j'étais pas du tout la voyageuse super légère, si tu veux. J'avais mon énorme sac à dos, j'avais une petite valise à roulettes, j'avais mes talons compensés dans mon sac. Enfin, j'avais genre 22 kilos, j'en avais encore plus à l'arrivée. Enfin, bon, bref. Et ben, je portais mon sac comme si de rien n'était. Alors qu'aujourd'hui, je peux avoir des fois un sac de 14 kilos sur le dos et le trouver super lourd. C'est très bizarre, je trouve, comment le corps te facilite la vie des fois quand tu es en train de faire ce qui est finalement bon pour toi, quoi. Ouais. Ouais, il donne des signes, il donne des signaux, il faut savoir l'écouter, c'est hyper important. C'est pour ça que je suis, tu vois, que moi j'ai trouvé un outil formidable avec le yoga, c'est que c'est une façon de se reconnecter au corps et de pouvoir l'écouter. De pouvoir l'écouter. Ouais. Et, et voilà, et des signaux comme ça, il y en a eu plein. J'en ai eu plein, tu vois, ça c'est une anecdote parmi tant d'autres, mais et tout ça pour te dire que quand tu parlais d'instant présent, bah voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment pu vraiment me reconnecter à ça en marchant dans les montagnes. Ensuite, avec cette retraite de méditation, de pleine conscience. Et donc, pour répondre à la question précédente, tu disais quelle a été ta décision, bah, ça a été de continuer à voyager, de vivre l'instant présent, et puis de me laisser un peu porter par le flot, mais pas par le flot de mon mental. Parce que je m'étais rendu compte que souvent, j'avais pris des décisions qui étaient drivées par la peur ou par l'ego, et que c'était pas les bonnes, et qu'au final, je m'étais construit une espèce de prison dorée où j'étais pas bien, parce que c'est des décisions que j'avais prises avec ça. Et en fait, là, le fait de me laisser vivre dans l'instant présent, de plus écouter mon corps et de plus écouter mon cœur, ça m'a permis un peu de me laisser porter et de rentrer dans un... Alors là encore, on va dire, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses, etc. C'est un tout petit peu spirituel, sauf que moi, je l'ai vraiment expérimenté Bah, c'est ça, hein. Moi, ce que tu dis là, c'est des choses que j'ai expérimentées aussi. Donc, je suis rentrée dans un sans flow. sans être dans une démarche totalement spirituelle, mais tu le ressens. Tu peux te rendre compte, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai pu tu vois, me délester de plein de choses qui m'empêchaient d'être dans le vrai. Et du coup, je me suis laissée un tout petit peu porter. Et puis, et en fait, du coup, je suis rentrée comme dans un flot naturel où les choses se mettent en place naturellement. Et Donc, suite à ça, j'ai fait tout un tas de choses. ça t'a emmené où, justement? Formidable. Ça m'a emmené où? Alors, juste après le Népal, il fallait quand même que je rentre à Paris parce que je me faisais opérer des yeux pour ne plus avoir à porter de lunettes et de lentilles. Et donc, je suis rentrée à Paris pour faire ça. Et 4 jours après l'opération, au départ, je voulais partir loin, je voulais partir, tu vois, en Inde ou quelque chose comme ça. Et puis en fait, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu tôt après l'opération, on ne va pas trop loin. Donc j'ai décidé quelque chose de complètement différent. Je suis partie marcher à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Et c'est sur ma liste. Ouais, mais c'était génial. C'était une expérience incroyable. C'est pas loin de France, tu peux même le commencer en Ouais, France. bien sûr. Moi, j'ai fait la partie espagnole parce que j'avais envie de reconnecter avec le langage espagnol et puis un peu de dépaysement. Mais voilà, ça a été magnifique. Je suis partie le 1er mai, je me souviens, et avec mon petit sac à dos, toute seule. Au départ, je me demandais vraiment ce que je faisais dans ce train, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis tu vois, tu sais pas marcher, enfin, t'es pas une grande sportive, comment ça? Bon, et puis je m'étais dit, allez, arrête de te poser des questions, tu verras bien. Donc tu pars, tu sais pas pour combien de temps. Tu as 3 semaines maximum devant toi, parce que là, il fallait encore que je revienne pour un cours de Feng Shui à Paris, enfin bref. Tu as 3 semaines devant toi. Fais ce que tu peux, fais ce que tu veux. Si c'est cool, c'est bien. Si c'est pas cool, bah, tu rentres.
Voilà, ça engage à rien. Ça, je crois que tu vois, moi, j'ai la même démarche que toi. Enfin, j'ai eu la même démarche, mais pareil, de façon pas consciente. Mais je trouve que, tu vois, souvent, surtout chez les femmes, il y en a beaucoup qui ont envie de se libérer, de partir seules, etc., mais qui sont bloquées par la peur. Et je trouve que c'est une des meilleures solutions que de ne rien s'imposer. C'est-à-dire de dire je pars, mais de se laisser le droit de vivre le voyage et de rentrer si ça ne nous plaît pas. Moi, je sais quand je suis partie, tu vois ce que tu viens de dire là, en fait, j'ai eu exactement la même démarche. Je me suis dit, je pars, je ne savais pas pour combien de temps. Euh, je me suis dit, je pars tant que je me sens bien et tant que je sens que ça m'apporte ce dont j'ai besoin. Parce qu'au départ, je le vivais de façon bancale. Le déséquilibre a fait que j'ai dû m'adapter pendant presque un mois, donc ce n'était pas forcément agréable. Mais ce n'était pas non plus quelque chose que je vivais dans la force où tu vois, de ne pas choisir le voyage pour essayer de se prouver quelque chose. Le voyage, il est là aussi pour s'apporter du plaisir et je trouve pour ressentir quelque chose justement d'agréable et qui est censé nous ramener vers soi. Je trouve qu'on n'est pas là pour prouver au monde ou aux autres qu'on est capable de se débrouiller. Je pense qu'on est là pour peut-être se prouver essentiellement à soi-même, mais de se laisser le droit de dire c'est pas un échec. Si, c'est juste qu'à un moment donné, si j'expérimente ça et que ça ne convient pas, je rentre et c'est pas grave. Et je trouve que ça allège beaucoup la pensée et euh, ça peut être aussi une solution à la peur qui des fois nous retient et met en doute un petit peu notre décision. Parce que du coup, ça enlève beaucoup, beaucoup de pression de se dire ça. Et je trouve que toi, dans ta démarche, tu vois, au départ, tu es parti avec ton groupe, puis finalement, tu t'es laissé porter en étant seul et puis tu es allé vers ton propre chemin. Et finalement, tu devais rentrer à Paris, tu es rentré, tu t'es donné le droit de repartir sans trop savoir où tu allais. Et je trouve que du coup, pour amorcer un voyage en tant que femme seule, je trouve que c'est vraiment une bonne solution pour lever pas mal de peur, quoi. Et là, du coup, Compostelle, donc, tu t'es retrouvé sur le chemin, tu avais anticipé ou pas du tout tes arrêts, tout ça, parce qu'on dit qu'il faut le préparer un peu. Ouais, j'avais acheté un petit guide où on te met les étapes principales avec les différentes villes, tu as un tracé, c'est hyper simple. En fait, c'est hyper simple. À partir du moment où tu es dans le tracé, déjà, il y a du monde tout le temps. Enfin, tu vois, il y a plein de pèlerins avec leur coquille Saint-Jacques sur le dos, tu vois. Et donc, tu croises du monde tout le temps. Tu as des flèches jaunes partout. Tu as les flèches avec les coquilles Saint-Jacques de partout. Tu as juste à suivre le chemin. Et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais Saint-Jacques, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir recours au cerveau pour te diriger, tu vois. Tu te laisses guider parce que le trajet est déjà là. Tu vois, le chemin est déjà tracé. Entre nous, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment sublime. Moi, j'avais commencé à la frontière entre la France et l'Espagne et la France. Et tu commences par monter les Pyrénées. Et puis, ensuite, tu redescends. Et puis, tu traverses l'Espagne. Enfin, voilà, c'était fantastique. Et donc, voilà. Donc, tu n'as pas besoin de réfléchir. Les seules choses que tu dois organiser, c'est savoir où tu vas dormir. Et tu as des gîtes à chaque étape tout le temps. Donc, tu dors en dortoir. Faut accepter ça. Mais là, tu as improvisé tes arrêts ou tu les avais préparés? Non, je te dis, tu as des petits bouquins qui sont bien faits où ils te conseillent des étapes. Donc, je marchais un peu plus de 20 km par jour, je crois. Et puis, tu avais des étapes qui sont plus ou moins définies. Et puis, si tu n'y arrives pas, tu sais que tu peux t'arrêter avant telle ville. Et puis là, tu sais que tu as 3 auberges. Et puis, le gros stop, tu sais que tu en as 10 et que tu as 10 dortoirs. Enfin, voilà. Et du coup, donc non, j'avais pas préparé, hein, j'avais mon petit livret sous le bras et puis je suis rentrée dans le lit de la rivière comme ça et je me suis laissée porter en marchant. Et, et voilà, et c'était formidable, c'est formidable. Tu rencontres des gens. Alors moi au début j'ai marché, on avait fait un petit groupe avec un Américain, un Italien et un Allemand et on rigolait tout du long, on rigolait, c'était très très drôle, c'était très sympa. Et à un moment donné, au bout d'une semaine, j'ai senti que j'avais besoin de marcher seule. J'avais besoin que... Je me rendais compte que, bon, je faisais pas Compostelle pour... Enfin, si, rencontrer des gens, évidemment, mais à un moment donné, tu vois, je me sentais encore une fois prisonnière d'un schéma et j'avais besoin de plonger à l'intérieur de moi-même et puis de pouvoir encore y faire des choses, tu vois. Je sentais, voilà. Et du coup, je les ai lâchés. J'ai pris un train, en fait, parce que j'avais 3 semaines pour faire 4 semaines et demie de marche. Et du coup, pour atteindre Saint-Jacques. Alors, ce n'était pas un objectif en soi d'atteindre Saint-Jacques. Je ne m'étais pas dit, tu veux absolument arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce n'était pas du tout un objectif. Mais là, en fait, ça s'y prêtait bien. Et je me suis dit, je vais prendre un train pour raccourcir. Comme ça, je l'ai laissé de côté
les, les copains que je m'étais fait. Et puis, ben, ça me permettait tu vois, parce qu'en fait, quand tu marches au même rythme, tu recroises un peu toujours les mêmes personnes à chaque étape. Et du coup, voilà, j'avais pris un peu la poudre d'escampette et puis j'ai fini à marcher toute seule, en fait. Et c'était génial. C'était génial. Puis là encore, voilà, tu vois, tu marches. Comment tu as géré ce moment de transition où tu t'es retrouvée, alors même si c'était un désir, où tu t'es retrouvée justement avec le groupe dans lequel tu avais une forme de vie sociale, où tu prenais beaucoup de plaisir, d'amusement, etc., au retour à la solitude. Parce que moi, tu vois, j'ai traversé ces étapes-là dans le voyage autrement. Et j'ai voyagé pendant longtemps quand j'étais en Amérique du Sud avec deux filles que j'avais rencontrées, qui sont devenues des amies. On est restés 2 mois ensemble. Et à plein de moments, je me suis posé la même question que toi en disant, voilà, peut-être qu'il faut que je revienne à mon voyage initial, c'est-à-dire mes propres choix, mon propre chemin, pas me reposer non plus sur les autres en permanence. Et on rigolait tout le temps et j'adorais cette dynamique qu'on avait toutes les trois. Et à un moment donné, j'ai fait comme toi, donc j'ai décidé de couper le cordon et j'ai dit aux filles, bon, bah, elles allaient dans une direction, j'ai dit, bon, bah, moi, je vais aller dans une autre, et plus ou moins exprès pour me retrouver seule. Et puis finalement, tu vois, j'avais déjà mis en place une autre béquille. Je rejoignais une autre fille que j'avais rencontrée avant, qui est repartie le lendemain même. Et moi, j'étais trop fatiguée pour la suite. Et là, je me suis retrouvée seule et j'étais justement dans un ashram à ce moment-là. Et j'ai eu un sentiment de vide total, pas d'abandon, mais je ne me suis pas sentie bien du tout dans ce moment de transition. Et mon réflexe a été de rappeler les filles, on s'est redonné rendez-vous, on a repris le chemin ensemble parce que je ne me sentais pas bien toute seule et je n'avais pas envie de vivre ça en fait. Ouais. Alors je ne sais pas toi comment t'as pas ressenti forcément ça j'imagine, mais… Moi j'en avais besoin en fait, j'en avais besoin. Ça t'a libéré? Comment? T'as plutôt ressenti une libération que… Ben, ouais, encore une fois, j'avais pas le sentiment d'avancer du coup à parler beaucoup toute la journée, etc. Et en fait, de marcher seule, ça me permettait de pouvoir mieux me connecter à la nature, mieux me connecter à mon corps. J'avais des super bouquins en plus avec moi sur tablette, parce que les bouquins c'est trop lourd. On évite de porter des choses, voilà. Donc j'avais téléchargé plein de super bouquins. Et donc j'étais à fond là-dedans. Tu vois, j'écoutais des méditations. J'avais téléchargé des méditations guidées sur mon iPhone et j'écoutais des méditations. J'en faisais moi-même aussi pendant que je marchais. Et du coup, j'ai vraiment optimisé ce temps à fond pour recentrer, quoi, pour me recentrer, travailler sur moi-même. Et du coup, je ne l'ai pas senti comme tu l'as dit. Peut-être plus à la fin, parce que sur les dernières journées, en fait, tu as plein de nouvelles personnes en fait, qui viennent et qui viennent marcher que pour 2-3 jours, donc qui sont dans une autre énergie. Tu vois, tu as plein d'Espagnols qui viennent juste pour faire les 3 derniers jours. Et toi, quand tu as marché depuis 3 semaines, tu n'es pas dans le même trip, tu vois, tu es fatigué, de porter ton sac, tes machins, puis c'est une vraie aventure que tu as vécue. Tu sais, quand tu as des gens qui viennent juste pour un jour ou deux sur la fin, du coup, les liens se font difficiles, enfin pas trop, tu vois, chacun est un peu dans son monde, dans sa bulle. Et puis voilà, et puis je débarque, et là ça a été dur. Là j'ai vécu un gros moment de solitude quand je suis arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Sous la pluie, non il faisait beau ce jour-là, mais le lendemain où je pouvais vraiment profiter, tu vois, de l'arrivée à Saint-Jacques, qui est le Graal que tout le monde vise, j'étais seule pour profiter de ce moment-là, tu vois. Après 3 semaines de marche, il n'y avait personne avec qui je pouvais partager cette joie et puis cette joie d'être arrivée au bout du voyage et puis tu vois, et tout ce que tu peux découvrir et là c'est un peu rude, tu vois. Je me souviens, je me suis assise à un resto, je mangeais un bout de poisson avec un verre de vin blanc toute seule et c'était pas fun du tout, quoi. Tu te dis, je partagerais bien ce moment avec quelqu'un. Et puis au final ça a été rigolo parce que ça s'est transformé, que j'ai rencontré quelqu'un, c'est assez romantique en plus, sous la pluie, tu vois, en plus l'ambiance était un peu maussade, il pleuvait, le ciel était gris, il pleuvait, puis j'entendais des bruits de tambours, des rythmes, tu vois, des rythmes, je sais pas, sud-américains, un truc comme ça. Et je me dirige vers la place de Saint-Jacques d'où venaient les sons. Et puis j'étais sous la pluie, la seule personne à écouter parce qu'il pleuvait et que personne n'avait envie de se mouiller.
Et puis moi, j'écoutais parce que je trouvais ça plutôt bien, tu vois, je dansais comme ça. Puis un grand gars qui est venu à côté de moi, et un Hollandais. Et puis voilà, et puis on a discuté. Et puis, bon, en plus, il y a eu affinité, on va dire, pendant quelques semaines. Bon, ça n'a pas été l'histoire de ma vie, mais ça a été une jolie histoire en tout cas. Et donc, j'ai pu partager ce joli moment à Saint-Jacques, tu vois, c'était très symbolique en plus cette rencontre, etc. Et puis voilà, et Saint-Jacques, du coup, m'a amenée dans la région d'Amsterdam, puisque j'avais rencontré ce jeune homme hollandais. Donc, tu vois, le voyage m'a amenée dans un autre pays que je connaissais un petit peu, mais pas trop. Voilà, donc suite à ça, bah, écoute, il y a eu 3 semaines dans la région d'Amsterdam où j'ai découvert le surf à Amsterdam. Alors que… Incroyable. En fait, je ne savais pas qu'à 20 minutes d'Amsterdam, tu avais les côtes avec l'océan et en fait, tu peux surfer. Je savais Voilà. pas du tout non plus. Et ben, moi non plus, j'ai découvert ça parce qu'il était surfeur, le jeune homme. Bon, c'était rigolo. Et puis après cette histoire, qui ne peut pas aller très très loin, mais bon, c'était mignon. C'était une histoire de vacances, on va dire. Ouais, comme un compagnon de route aussi. Moi, j'appelle ça souvent des compagnons de route que tu rencontres. C'est vrai que des fois, on me demande souvent, mais alors tu rencontres pas l'amour en voyage? C'est la grosse question de tout le monde. Et évidemment, mais comme dans la vie, enfin, je veux dire, il y a des moments où tu fais des rencontres à un moment T et pour une raison X ou Y, tu te retrouves dans ce moment-là, tu partages un moment, comme tu dis, parce que aussi, mine de rien, on est dans la solitude choisie, mais c'est quand même de la solitude et on a envie des fois de partager ce moment. Il se trouve que des fois, on va rencontrer avec quelqu'un, il va y avoir une petite étincelle, peut-être aussi un besoin commun de partager des choses ensemble. Et c'est pas forcément l'aventure d'une vie, mais ça peut être aussi, comme tu dis, des belles histoires qui sont là sur la route et pour aussi peut-être nous emmener ailleurs. Tu vois, là, tu dis que tu es allé à Amsterdam et du coup, suite à Amsterdam, ça t'a emmené où cette histoire-là? Alors, suite à Amsterdam, c'est là où j'ai rencontré cette fameuse prof de yoga qui me dit « Tu veux faire un mois de yoga, bah, tant qu'à faire, passe ton diplôme, ça pourra toujours te servir. » Bah ouais, pourquoi pas. À l'époque, j'envisageais pas du tout de devenir prof de yoga, tu vois, j'adorais ça, mais tu sais, j'avais mon schéma mental qui disait, qui m'interdisait de pouvoir m'autoriser à faire ce genre de métier. Bref, suite à ça, je suis partie à Bali, où j'ai passé mon diplôme de prof de yoga en un mois super intensif. C'était dans un centre, enfin, je veux dire, Ouais, ça s'est organisé ça. Dans une grosse école de yoga à Ubud, à Bali, ouais. Et en fait, là encore, j'ai eu vraiment le feeling, j'ai choisi ma prof et le programme le Yoga Teacher Training sur Internet, un peu au feeling. J'ai eu énormément de chance parce que déjà, je suis tombée sur un cours hallucinant et vraiment super intéressant, sur une super prof. Et là encore, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il se trouve que au moment où j'ai regardé, j'avais décidé d'aller à Bali, donc ça, la destination était presque définie parce que c'était soit Bali, soit l'Amérique centrale. Et en fait, j'ai trouvé, il me restait une place dans ce YTT, ce Yoga Teacher Training, avec cette prof-là. Il y avait eu une annulation quelques jours avant. Elle me dit, l'assistante me dit, vous avez de la chance, il y a une place. Super. Et voilà. C'est complètement bien, comme toujours. 3 jours après, ouais, c'est super bien tombé. 3 jours après, j'y suis allée. Donc là, j'ai passé un mois de yoga. J'ai fait un mois de yoga intensif, comme j'avais envie de le faire pour moi au départ. Je me suis formée, j'ai appris à être prof. J'ai beaucoup aimé ça. Sur le moment, je ne me sentais pas encore super prête à enseigner. Tu vois, en plus, c'était en anglais, tout était en anglais, donc c'était pas évident. Et puis bon, j'avais fait mon expérience, c'était comme ça, mais je n'avais pas encore décidé de mettre en application et de donner des cours. Je ne me sentais pas encore très prête. Et puis suite à ça, alors je suis restée 2 semaines à Bali. Là, je me suis retrouvée très très seule. J'avais loué une chambre dans un petit hôtel pas cher, et puis là, je ne savais plus trop où je voulais aller. Je voulais faire une retraite de méditation, donc j'avais décidé de faire un vipassana. Quelqu'un m'avait dit, mais attends, méditation, tu connais ça, mais tu n'as pas fait de vipassana, quand même, il faudrait que tu en fasses un et tout. Ouais, t'as raison. Donc, et là, je suis partie faire un vipassana au Sri Lanka.
donc pas très loin d'un Namibie. Et puis entre les deux, j'avais 2 semaines à tuer, je crois, à Bali. Là, je me suis retrouvée très très seule. Et j'avais plus trop, tu vois, là pareil, j'avais plus de vie sociale, j'avais plus d'activités quotidiennes, etc. Du yoga, j'en avais fait pendant 1 mois à fond, donc j'avais plus trop envie de fréquenter des écoles partout. Je faisais ma propre pratique, moi, mais j'avais un tout petit peu envie de faire autre chose. Et puis, je sais pas, là, ça a été une période un petit peu dure, tu vois, de remise en question, quoi. Remise en question, puis de grande solitude quand même. Ça arrive dans le voyage. C'est vrai que faut pas non, c'est ce que je disais. Enfin, faut pas tout idéaliser. C'est comme dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Même si globalement, ça apporte énormément de positif mais ça apprend aussi justement, comme tu disais tout à l'heure, c'est vivre l'instant présent. Ça veut dire aussi accepter qu'à un moment donné, on n'est pas toujours au top et qu'à un moment donné, quand ça va pas, savoir aussi l'accepter, rebondir derrière, mais se laisser aussi le droit d'avoir ces moments de latence où on est un petit peu en recherche de qu'est-ce qu'on fait, parce que finalement, tout n'est pas enchaînement perpétuel et tout n'est pas, je veux dire, comme du papier à musique, tu vois. Enfin, je trouve que c'est normal à un moment donné d'avoir ces petits moments de doute où on se dit, bon, là, est-ce que j'ai envie de prendre cette orientation-là ou celle-là? Là, tu te retrouvais avec un nouveau bagage dans les mains. Et, du coup, tu es partie à Vipassana ou pas? Ouais. Du coup, j'y suis allée. Et puis là, bon, c'est Vipassana, quoi, hein, Vipassana. Donc, je sais pas, moi, on m'en a souvent parlé. J'ai voulu le faire plein de fois, mais à chaque fois, il n'y avait jamais de place. Tu vois, au Sri Lanka notamment, en Australie, dans plein de pays, hein, j'ai voulu faire. Et du coup, je n'ai jamais tenté l'expérience. Ah ouais, d'accord. Ben, c'est particulier. Donc, Vipassana, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une retraite Silencieuse. De méditation qu'on fait dans un centre. Alors, des centres Vipassana, il y en a partout dans le monde. Il y en a partout. Il y en a même en France. Ouais. Et le principe, c'est on se lève très tôt, à 4h, 4h30. On embraye tout de suite sur 2 heures de méditation. On prend un petit déjeuner extrêmement frugal. On continue avec 2 autres heures de méditation, voire 3. Et puis, enfin voilà, c'est des journées qui sont rythmées par 2 déj par jour, parce qu'il n'y a pas de dîner. C'est un thé le soir. Et puis par des séquences de méditation. On a à peu près 9-10 heures de méditation par jour. Donc méditation assise, en lotus, voilà. Et ça dure 10 jours. 10 jours comme ça. On n'a pas le droit d'échanger, on n'a pas le droit de parler aux autres, on doit rester dans le silence. Pas le droit d'écrire, pas le droit de lire. Pas le droit d'écrire, pas le droit de lire. Pas de communication, en fait, finalement. Ouais. Pas le droit de se regarder dans les yeux. Ouais. Donc, on doit regarder ses chaussures, en fait. Pas de contact ni physique, ni intellectuel. Et donc, c'est vraiment, on plonge, on est avec soi-même, quoi. Et est-ce que tu as tenu les 10 jours? Alors, c'était vraiment difficile, je dois avouer. Et pour être très très franche, j'étais dans une petite maisonnette, dans un endroit super. C'était donc au Sri Lanka, à Kandy. Non, à Kandy. D'accord. Ouais. Donc j'étais dans une montagne, en pleine nature. C'était très chouette. L'endroit était vraiment chouette. Et on était dans une petite maison, donc on dormait dans des cellules, ça s'appelle comme ça, et c'est vraiment ce à quoi ça. C'est sommaire en général. Ultra sommaire. Et dans la petite cabane, j'étais qu'avec des jeunes, donc il y avait 2 Français, une Française, et puis d'autres qui venaient un peu partout dans le monde, très sympa. Et à un moment donné, on a un peu triché, et c'est vrai qu'on a un tout petit peu échangé, on ne s'est pas raconté nos vies, mais au bout de 3-4 jours, de temps en temps, on avait des petits fous rires tout ensemble, quoi. Voilà, parce qu'on avait une bonne ambiance entre nous et qu'on a eu du mal à tenir à 100% le silence. Ouais. Après, oui, je l'ai fait entièrement. Enfin, les 10 heures de méditation par jour, je l'ai fait. Et voilà, c'était intéressant. Je le conseille pas forcément à. Oui, c'est bien d'entendre ça parce que souvent, quand même, moi j'ai eu beaucoup de retours de gens plutôt très emballés qui renouvellent des fois l'expérience, etc., pour faire chaque année comme un petit reset, tu vois, enfin, remise à zéro.
Mais je trouve que c'est bien aussi. C'est pas facile comme expérience, donc je trouve que c'est bien aussi de mettre une réalité en face, quoi, parce que… Moi, franchement, pour quelqu'un qui n'a jamais médité, je trouve que ça peut vraiment te dégoûter de la méditation à vie, quoi. Parce que la méditation, tu peux très bien méditer tous les jours 10 minutes et c'est déjà bien, tu vois. Non, mais là, c'est vrai que c'est très contraignant, c'est très intensif, donc c'est un petit peu… c'est un peu comme si tu te dis, tiens, aujourd'hui, je n'ai jamais fait de course et je me lance dans un marathon et tu n'es pas forcément préparé et tu arrives et c'est dur. Enfin, tu te retrouves face à quelque chose de très difficile. C'est un peu, bon, j'ai trouvé ça un peu too much, personnellement. Pourtant, j'avais l'habitude de méditer. Mais je trouve que, voilà. Tu vois, quelqu'un qui aurait envie de connaître l'expérience, je lui conseillerais plus la retraite que j'ai faite dans le temple au Népal. La retraite bouddhiste. Ouais, qui était moitié silencieuse. On pouvait quand même échanger. On avait des groupes de discussion philosophiques l'après-midi qui étaient super intéressants. Où voilà, où j'ai appris plein de trucs. Où ça a éclairé beaucoup de choses dans ma tête. Et je me suis sentie beaucoup plus riche. Voilà, je l'ai vécu différemment. Après, Vipassana, ça peut être une expérience géniale. Il y a des gens qui adorent. Moi, personnellement, je trouve que ça a été vraiment difficile pour moi. Et voilà, j'ai préféré… Est-ce que tu parles de philosophie, d'échanger, enfin de questions philosophiques, mais du coup, est-ce que tu as une philosophie du voyage? Est-ce que tu en as tiré une philosophie du voyage pour toi, tu vois, de cette expérience-là? Est-ce que tu as, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais la résumer, tu vois, en une idée ou je ne sais pas, est-ce que tu as une citation qui te parle par rapport au voyage? Est-ce que tu as quelque chose, un message qui te parle particulièrement dans ta façon de vivre le voyage? J'ai pas de citation particulière. Enfin, moi, cette expérience m'a prise et m'a permis, ça a été moi, de lâcher prise déjà sur plein de choses et d'accepter un petit peu de me laisser porter, de me laisser étonner par le voyage. Et c'est très important aussi, l'étonnement. En fait, de garder l'effet de la surprise. Justement, tu vois, moi, dans le côté de ne pas préparer mon voyage, c'est pas ne rien préparer, mais je veux dire, tu vois, ne pas comme suivre un guide ou ne pas aller dire, tiens, je vais aller voir ça, ça, ça. C'est plus justement pour garder un peu cette naïveté. Tu vois, alors bien sûr, il y a des gens qui me disent, tu passes à côté de choses. Mais en même temps, je vois des choses auxquelles je ne m'attends pas et j'adore ce côté de la surprise du voyage en fait. Tu vois, si j'avais préparé mon 1 an et demi de voyage en achetant des bouquins en me disant tu vas faire ça, ça, de telle date à telle date, tu vois, je serais passée à côté de ce flow dont je parlais tout à l'heure, où en fait, les choses se sont mises en place naturellement. J'ai rien eu besoin de chercher, tout est venu à moi naturellement. Et toutes les expériences que j'ai faites, tu vois, c'est quelqu'un qui m'a conseillé, qui me dit ça, ah tiens, tu vois, ça tilt et puis ça capte mon attention et du coup, ouais, je vais y aller. Et au fur et à mesure, tu vois, j'ai dessiné un voyage qui me ressemble et qui m'a apporté aujourd'hui mes métiers en plus, tu vois, et qui a répondu à toutes les questions que j'avais. Parce que les questions que j'avais au début de mon voyage, c'était quelle est ta mission de vie et qu'est-ce que tu peux apporter sur cette planète, tu vois. Tu as beaucoup d'énergie, tu as certaines capacités, etc. Comment tu peux les mettre à profit, tout ça? Est-ce que tu vas continuer à faire du marketing ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de plus intelligente et qui te correspond mieux en tout cas dans ta vie aujourd'hui? Ouais, exactement. Et puis qui apporte un peu plus que faire en sorte de vendre des choses. Et je ne sais pas si c'est lié du coup, mais est-ce que ça t'embête si je te demande ton âge? Ah, pas du tout. Moi, j'ai 37 ans. Et donc, quand tu es partie, c'était à quel moment de ta vie? Enfin, tu avais quel âge? 35 et demi, quoi. Moi, je suis partie aussi à 35 ans. Ouais. Et j'ai eu le sentiment, tu vois, que c'était… alors après, je pense que ça peut arriver avant, après, etc. Mais j'avais l'impression quand même que ça arrivait aussi avec des questions que tu te poses sur la vie aussi à une certaine période. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as suivi ton chemin, on va dire, d'adolescent, de jeune adulte, tu rentres dans ton métier, tu réponds aussi à voilà, ce que la société t'amène de faire. Tu as fait des choix. Enfin, moi, j'avais vraiment envie d'être enseignante, par exemple, que c'est un métier que j'aime beaucoup.
Et puis, à un moment donné, une espèce de questionnement aussi, voilà, comme tu dis, sur la vie, sur le pourquoi des choses, sur est-ce qu'on fait toute la vie la même chose? Est-ce qu'on est destiné à transmettre de cette façon-là tout le temps? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses à transmettre? En fait, il y a eu plein de questions qui se sont posées. Et c'est vrai que la notion d'enfermement et le besoin d'ouverture sur le monde, elle s'est faite aussi par, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est le fait d'être dans le milieu de la trentaine et où tu as peut-être une petite remise en question sur ta vie, sur tes projections, sur tes envies, sur quelle forme, tu vois, tu as envie de dessiner un petit peu ta vie, ton projet, quoi, tu vois. Je trouve que, voilà, je ne sais pas si c'est, voilà, ça arrive peut-être plus tôt à certaines personnes ou plus tard, j'en sais rien, mais Ouais, moi, c'était complètement ça. C'était, tu vois, j'avais tout à remettre en question, en fait. ouais. Je trouvais que tout était faux dans ma vie. Ma façon de vivre, ma profession, mon lieu de vie. Je sentais qu'il n'y avait plus rien qu'à aller, en Ça y fait. est, tu étais en décalage, quoi. Tout ce que tu avais construit, c'était… Ouais, je sentais que je ne raisonnais plus en accord avec la vie que je m'étais construite. Ouais. Ouais, une sensation de chaos, tu vois, une espèce de vertige où j'avais cette nausée là, qui était là et qui faisait que je me sentais pas en accord avec ma vie. Et justement, tu vois là, donc, tu me dis, bah, moi, mon voyage m'a permis de répondre à toutes ces questions. Donc, tu as donné ta nouvelle orientation, etc. Bon, là, je fais un parallèle avec ma propre expérience. Moi, je cherchais un nouveau lieu de vie, un lieu où je me sentais peut-être ancrée. Et tu vois, j'ai du mal justement à m'ancrer, à trouver ce nouveau lieu de vie. C'est un petit peu mon objectif là, de l'année, qui est une année de transition pour moi, parce que j'ai un petit peu besoin après autant de nomadisme, tu vois, de retrouver une bulle, un environnement à moi, etc. Mais la question, c'est où et quel est le lieu qui me convient bien aujourd'hui. Et puis, tu vois, au niveau de l'orientation professionnelle, c'est pareil. Moi, ça m'a pas. J'ai eu beau suivre comme toi le flow du voyage, souvent aussi en me laissant porter par les gens que je rencontrais, les choses qu'on me conseillait en chemin, etc. Mais je me suis quand même encore retrouvée avec des questionnements qui sont toujours là, euh, une recherche encore alors, pas forcément d'identité, tu vois, je sais peut-être plus qui je suis, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être et la façon dont j'ai envie de vivre. Mais par contre, ça ne s'est pas complètement mis en place. Et à quel moment, justement, toi, tu as ressenti que, bah, tu vois, bon, là, je sais que tu as arrêté donc, ton voyage. Donc, déjà, comment tu as pris la décision d'arrêter et comment tu as trouvé l'endroit où te poser et, si tu veux, mettre forme à ton nouveau projet de vie, parce que là, tu es dans un nouveau projet de vie, finalement. Ouais, ouais. Bah, en fait, donc après, il y a eu l'Inde où je t'ai dit, où Parce j'ai que commencé à… l'après-voyage, c'est quelque chose aussi, tu trouves. Ouais. Et tu vois, j'ai commencé à mettre en pratique mes nouveaux boulots. Là, j'ai commencé donc les soins thérapeutiques avec les vols tibétains. J'ai donné des cours de yoga. Et je me suis rendu compte que j'aimais ça. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça et que les gens aimaient ça aussi. Donc, je me suis dit, ouais, c'est chouette, c'est plutôt bien hein, quand c'est dans les deux sens. Ça fait plaisir et ça valide quand même une orientation et certaines questions. Donc déjà, je me sentais rassurée professionnellement. Là, ça y est, tu vois, je le tiens, ce truc-là. Là. Ouais. Je sais où j'ai envie de mettre mon énergie, je sais comment j'ai envie de la canaliser et comment je peux la transformer pour que ça puisse être utile à d'autres personnes. Donc déjà, j'y voyais plus clair là-dessus. Donc, tu vois, c'était une croix, tu vois, c'était un truc en Ouais, moi. dans l'ordre des choses que tu devais organiser pour revenir, pour Exactement, t'ancrer quelque part, c'était déjà une première chose, quoi. c'est ça. Et puis après là, alors au début de mon voyage, il y avait aussi un endroit du monde où j'avais envie d'aller. C'était en Amérique centrale, au Costa Rica et au Nicaragua. Je voulais absolument aller là-bas. Et je m'étais dit que peut-être ce serait un… Et je voulais le faire à la fin parce que je m'étais dit que ce serait sûrement un endroit où j'aurais envie de poser mes valises et de m'installer. Donc je voulais le garder pour la fin. Donc j'ai trouvé un job au Nicaragua. Donc pour enseigner le yoga dans un job bénévole, tu vois, mais bon, t'es nourri, logé et c'est plutôt bien. Donc dans un Tu petit étais hôtel. passé par un site? Ouais, Tu étais passé par LPX ou Workaway ou non, par un site spécifique dans le yoga. le Yoga Trade, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis j'ai trouvé cette opportunité et du coup,
Donc, j'ai passé un mois au Nicaragua. Puis avant, j'avais un ami que j'ai rencontré en voyage qui allait au Costa Rica. Et donc, on a voyagé ensemble au Costa Rica pendant 15 jours. Donc, j'ai vu les deux. Et en fait, tu vois, j'avais besoin de cette étape parce que dans ma tête, symboliquement, c'était le dernier pays et que je voulais. Enfin, l'expérience que tu avais envie de vivre aussi. J'avais envie de vivre et où j'avais envie d'aller, et en me disant que j'aurais peut-être envie de m'installer là-bas. Parce que moi aussi, quand je suis partie, une des questions, c'était où vas-tu t'installer? Parce que tu ne vas pas voyager toute ta vie non plus. Où est-ce que tu vas poser tes valises et où est-ce que tu vas t'ancrer, t'enraciner, etc. C'était ma dernière étape. Et en fait, c'était pas là-bas. J'ai eu ma réponse. J'ai pas, tu vois, j'ai pas eu un déclic de me dire waouh, j'ai envie de cette Tu l'as vie. senti tout de suite? Ouais. Alors bon, c'est le hasard, tu vois, parce qu'on se connaît pas en fait. Mais alors moi, je garde le Costa Rica et le Nicaragua pour la fin, parce que comme toi, je pense que c'est peut-être là-bas que je vais poser mes valises. Et en fait, je devais y aller déjà l'année dernière. Ça a été reporté, le hasard du voyage, toujours pareil. Je partais au Nicaragua, au Costa Rica l'année dernière. Et ma cousine m'a téléphoné en chemin. Elle venait, d'être expatriée en Polynésie, à Tahiti. Et à Noël, elle m'a demandé de la rejoindre parce qu'elle était seule pendant les vacances scolaires, donc elle n'avait pas ses enfants. Donc, je l'ai rejoint en Polynésie. J'ai trouvé une solution pour la rejoindre au final. Et j'ai dit, bon, j'irai au Costa Rica après. Sauf qu'au final, je me suis lancée dans la danse polynésienne et je suis restée 6 mois au lieu de juste un mois. Et que du coup, j'ai à nouveau reporté, comme chaque année, ce voyage au Costa Rica ou au Nicaragua. Tu vois, là. Donc, je suis presque curieuse. Je me demande même si ça ne va pas être directement ma prochaine destination pour voir si c'est ça ou si c'est pas ça. Ouais. Moi, j'ai eu la réponse tout de suite. Donc, c'était pas ça. Et puis. Tu es resté longtemps? Ouais, Costa Rica 2 semaines et Nicaragua 1 mois. D'accord. Et je ne me voyais pas. Il n'y a pas eu de déclic. Je n'ai pas eu envie de vivre ni dans l'un ni dans l'autre. Alors du coup, comment tu t'es projetée dans autre chose? Puisque si c'était quand même, tu sais, quand on se projette un petit peu comme ça et que pas que ça tombe à l'eau, mais tu dis, bon, en fait, erreur de jugement, tu vois, Ouais. En fait, qu'est-ce qui se passe? 1 an avant, donc quand j'étais à Bali en train de passer mon diplôme de yoga, voilà, j'avais commencé à y penser déjà, me dire, bon, tu vas voyager, mais et puis peut-être que tu finiras par rentrer en France, mais c'est une option, ce ne serait pas ni un échec, ni Ouais, un bien objectif. sûr. J'ai la même que toi, je me suis dit la même chose. Hein, Possible. Et auquel cas, ce serait où? Alors, j'ai fait un peu par élimination, et aussi en tenant en compte certains critères. Tu vois, j'avais découvert la montagne. Puis moi, j'ai toujours vécu près de la mer, donc j'ai toujours besoin d'avoir la mer ou l'océan pas loin. Et donc, j'avais envie des deux. J'avais envie de la mer et j'avais envie de la montagne. Et puis voilà. Puis j'ai pensé à la région de Biarritz, en tout cas le Pays Basque, parce que tu as les deux. Et puis que c'est un endroit où, je sais pas, où j'avais été, j'avais trouvé ça très vert, j'avais trouvé que c'était une terre qui avait l'air riche, qui était, voilà, je me sentais attirée par cette région-là et je m'étais dit, pourquoi pas cette région. Et puis c'est acheminé dans ma tête, et puis il y a un ensemble de choses, un ensemble de signes, un ensemble de rencontres qui ont fait confirmer ce choix. Et puis, j'ai fini par le matérialiser. Donc, j'ai pris ma décision de m'installer et de venir ici. Et voilà, chose que j'ai faite, tu vois. Alors, c'est tout récent. Hein. Je suis rentrée en France de mes voyages il y a 2 mois et demi. Ouais. Et puis, là, au début, c'était à Paris parce que c'était mon premier point de Mais chute. alors, du coup, tu avais gardé un pied à terre à Paris ou tu es rentrée comment? J'avais plus d'adresse, j'avais plus rien. Ouais, donc tu t'es rentrée, tu as fait comment la transition? Tu étais chez des amis? Enfin, moi, je rentre chez mes parents, personnellement. Ouais, moi, mes parents, c'est pas possible. Donc, du coup, c'était chez des amis. Et puis voilà. Ouais, D'accord. des amis. Donc après, tu t'es installée assez rapidement, tu as décidé de descendre dans le sud-ouest? Ouais, la décision était déjà prise, etc. Donc après, j'ai cherché. Alors, je voulais pas forcément prendre l'appart toute seule. Donc, j'ai cherché en coloc. Et je Ouais. voulais plus d'appart, justement. Je voulais plus d'appart de ville. L'idée, c'était justement de pouvoir. Partir quand tu veux. Ouais, et puis surtout. Non, non, c'est pas ça. C'est surtout de pouvoir être
dans une maison avec un jardin, Ah d'avoir un oui, espace. d'accord, un espace plus adapté, plus grand. Et, Je me sentais plus d'être en appartement de ville comme j'ai eu pendant des années, tu vois, c'était exclu. Et puis surtout après 1 an et demi de voyage où tu es à l'extérieur tout le temps, bah j'ai ouais. envie de m'enfermer dans une ville et dans un appart, quoi. C'était Je pas trouve que possible. c'est ce qui est très dur au retour. En fait, on parle souvent du choc du retour. Moi, c'est pas tant, tu vois, je suis très contente quand je rentre de retrouver mes amis, ma famille. Alors, tu as un petit peu le blues parce que tu es sédentaire et que tu as l'habitude de bouger tout le temps. Mais je trouve que finalement, comment dire, ce qui me perturbe le plus, c'est ce retour à être enfermé beaucoup d'heures dans la journée par rapport à tout le temps que tu passes dehors quand tu es en voyage. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je vis en ce moment, qui est un petit peu difficile. Même si je ne veux pas me plaindre parce que tu vois, hier, je faisais du paddle hier après-midi dans l'océan. Il y a 2 jours, j'étais en Espagne et je me suis fait une marche incroyable le long de la côte. Oui, donc tu rythmes encore tes journées comme quand tu es en voyage finalement. Tu Demain, arrives je à pars retrouver tes en moments. Bretagne pour le week-end. Enfin voilà, donc franchement, j'ai pas à me plaindre parce que je suis dans un environnement qui me permet de me faire des escapades comme ça et puis finalement de voyager sur de courtes durées, mais de pouvoir voyager. Après, c'est vrai que j'avais plus l'habitude de ça et depuis que je suis revenue, ben, j'étais à fond dans l'organisation de ma nouvelle vie, à rencontrer des gens, booker des cours de yoga, des ateliers, des machins. Donc j'ai rencontré pas mal de gens, mais il y a une grosse part de téléphone, de mail, d'organisation, de choses comme ça. Et donc, beaucoup de choses derrière mon ordinateur, tu vois. Ouais. Et puis plein d'administratifs qu'il fallait que je mette à jour, parce que j'étais partie pendant 1 an et demi, donc il y a plein de trucs à faire, à refaire, puis je lance une activité, donc voilà, des papiers, des Chose qui trucs est un peu plus barbant finalement, le retour à à la entre guillemets, ce vie. que j'appelle la vie normale et du coup tu dois rentrer dans un système à nouveau mais avec forcément une autre réalité là. Ça. Et puis tu re-rentres dans la vie matérielle, donc Ouais. maison, racheter une voiture, tu vois. Ça, tu avais anticipé ce retour ou pas du tout? Du coup, là, tu te retrouves. Je m'étais préparée mentalement à fond, ouais. Je m'étais préparée, puis mon dernier voyage donc au Nicaragua, où là j'étais sédentaire pendant 1 mois, je donnais des cours de yoga, mais j'avais quand même avec moi beaucoup de temps, pour moi beaucoup de temps. Donc j'avais construit mon site internet pour ma nouvelle activité, j'avais commencé à contacter déjà des écoles. Je m'étais déjà un peu projetée mentalement à mon retour en France. Tu vois, j'avais déjà visualisé comment ça allait se passer et ça se passe exactement comme je l'avais visualisé. C'est incroyable. Et Parce que tu étais aussi au clair et complètement aligné avec ce que tu voulais faire et qu'à un moment donné, je veux dire, tu as suivi le chemin sur lequel tu étais. Et voilà. Enfin, après, donc là, tu n'as pas rencontré véritablement d'obstacles au final dans toute cette période de voyage, de retour de voyage. Tout s'est un peu déroulé. super. Ah ouais, non, j'ai pas eu un seul emmerdement. Je me suis fait un flip une fois qui était infondé, tu vois. C'était en Inde, justement. J'étais dans un taxi que je prenais de l'aéroport pour m'amener de l'aéroport jusqu'à l'école de yoga où j'allais passer 2 mois. Et j'avais à peu près 1 heure de taxi. C'était le soir, il faisait nuit. Et puis le gars était sympathique, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, il est faussement sympathique. Et je m'étais fait un petit peu un petit film, si tu veux, dans ma tête. Il faisait nuit, en plus, en Inde, la nuit sur les routes, t'as pas de lumière partout et tout ça. Donc pendant 1 heure, franchement, j'étais vraiment pas fière. Et pendant 1 heure, je me suis dit, mais t'es folle de prendre un Tu sais pas taxi. où tu vas arriver. Mais c'est ça. Qu'est-ce Ouais. qui va se passer vraiment? Enfin, j'étais vraiment pas rassurée. Mais Et on puis, a des moments comme ça, hein. Moi, ça m'est arrivé surtout dans les taxis. Je veux dire, tu te retrouves des fois dans des pays où en plus, on t'a dit à l'avance, bon, toi, là, c'était l'Inde. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, tu vois, au Pérou ou en Bolivie, où tu sais, il y a toujours des faits divers aussi qu'on entend. Et bien évidemment, le risque zéro, il existe nulle part, mais comme il n'existe pas non plus dans la vraie vie. Et c'est vrai que par contre, en voyage, comme on n'a aucun repère et qu'on découvre, des fois, on a quand même notre mental qui s'emballe et qui se raccroche à des choses qu'on s'est imaginées et qui ne sont pas forcément fondées. Mais bon, après, il faut savoir s'écouter aussi, parce que je trouve que des fois, c'est aussi un petit signal d'alarme. Tu vois, enfin, justement, même si dans moi, c'est pareil que toi, globalement, tout s'est toujours très bien déroulé. Je touche d'ailleurs du bois, mais je trouve qu'il faut quand même avoir les yeux bien ouverts. Et tu vois, enfin, je vois des fois aussi, sans jugement aucun, mais j'ai rencontré aussi des filles beaucoup plus jeunes, tu vois, qui voyagent autour de nous avant. Et je trouve qu'il y a des fois une petite naïveté sur les risques qu'une femme aussi
qui est seule peut, pas forcément dû au voyage, mais simplement dû à une femme seule qui serait pareil chez elle. Je trouve qu'à un moment donné, comme tu dis, il faut respecter aussi des codes. C'est que la nuit, tu te balades pas forcément, tu vois, toute seule dans la nuit. Tu dis où tu vas. Tu te trimbales pas non plus avec la bijouterie sur toi. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de petites choses auxquelles penser. Et je trouve qu'il ne faut pas être naïf non plus. Et c'est vrai que des fois, tu as un petit sentiment de peur, mais qui est des fois injustifié. Mais parfois, par contre, au contraire, c'est aussi ton instinct qui dit, bon, là, il ne faut pas rester dans le coin, quoi. Donc, ouais, il faut écouter son instinct, et puis, mais pas trop être flippé non plus. Et, voilà. Non. Et moi, j'ai eu aucun problème, jamais. Vraiment, tu vois. Et après, mais voilà, j'ai pas pris de risque et je me suis pas comportée de façon, tu vois, voilà. Ouais, tu adaptes aussi ta tenue, tu adaptes ton comportement, Ouais. tu te renseignes aussi sur les coutumes et comment ça fonctionne, quoi. Et du coup, si tu avais, tu vois, peut-être pour clore, parce que du coup, tu nous as partagé généreusement vraiment tout ton périple du début à la fin, et je trouve qu'il est super enrichissant parce que on voit bien les étapes de l'avant et même, tu vois, de l'après. Mais souvent, il y a beaucoup de questions au niveau de ce moment-là. Et si tu avais, tu vois, un conseil, toi, à donner de ton expérience, enfin, des filles, justement, qui auraient envie de partir, mais qui n'osent pas se lancer, souvent, moi, ce que j'entends le plus, c'est le retour sur le blog, c'est souvent la peur. Alors, ça peut être la peur du jugement des autres, ça peut être la peur de la solitude, ça peut être la peur de ne pas être capable de s'adapter. Est-ce que tu auras un conseil à donner ou quelque chose qui ferait qu'on peut se sentir un petit peu plus en sécurité, rassuré en tout cas? Moi, ce qu'on m'avait dit, qui m'avait vachement rassurée, alors qui ne s'est pas avéré vrai tout le temps, mais c'est aussi parce que je l'avais cherché. On m'avait dit, tu sais, quand tu voyages, tu es rarement seul. Et c'est assez vrai quand même. Quand tu es voyageur, tu rencontres d'autres voyageurs et, euh, et tu peux faire de belles rencontres d'ailleurs, certaines qui peuvent durer et puis d'autres qui sont complètement éphémères. Mais c'est vrai que si tu veux ne pas être seul, tu peux ne pas être seul. Ouais. Et c'est souvent le frein qui nous empêche de pouvoir y aller. Et en fait, c'est pas mal parce que tu peux choisir les moments où tu es seul ou les moments où tu n'es Ouais, pas je suis seul. complètement d'accord. Moi aussi, c'est ce que j'ai réalisé. Je trouve qu'en voyage, finalement, on dit tu es seul. Moi, je trouve que tu choisis ta solitude. Parce Ouais. qu'honnêtement, tu es hébergé dans des lieux de vie communs la plupart du temps, vu que pour diminuer les coûts, tu es souvent dans des auberges jeunesse, ou tu fais, si tu es en volontariat quelque part, tu es avec des gens, etc. Je trouve que même moi, j'ai eu besoin à un moment donné de chercher ma solitude, de me retrouver et vraiment à un moment donné, de choisir délibérément d'être dans une chambre seule parce que j'avais besoin, comme tu dis, de me retrouver dans mes lectures. J'avais envie d'écrire, j'avais envie de pouvoir téléphoner à ma famille, et j'avais plus envie d'être entourée dans le, Mm. tu vois, dans aussi comment dire, l'agitation du groupe, etc., quoi. Et je trouve que, ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi que la solitude, c'est quelque chose qu'on projette encore une fois. C'est Ouais. une projection sur ce qu'on s'imagine du voyage. Et je pense aussi, il y a un petit côté dans le fait que tu voyages seul, un petit côté aventurier. Tu vois que les gens imaginent, c'est ouais, t'es courageuse, tu vois, t'aimes l'aventure. Et tu vois, enfin, je veux dire, là, je t'entends parler, et je pense que là-dessus, on se retrouve complètement. Au départ, c'est quand même on est deux personnes assez citadines, euh, avec pas forcément un côté aventurier, baroudeur et compagnie, tu vois. Et, voilà, enfin, je trouve qu'il y a derrière le voyage beaucoup cet imaginaire du personnage un petit peu Indiana Jones, tu vois, qui n'est pas forcément existant. Parce que moi, je ne me vois pas du tout comme ça. Et puis, au travers de mon voyage, je dis aujourd'hui, on est quand même dans des voyages connectés où, même si tu n'as plus de téléphone, il y a tellement de réseaux pour échanger avec tes proches, etc. Tu sais qu'en 24 heures, tu peux être de retour chez toi en prenant un vol. Donc, je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut aussi sortir de l'imaginaire. La réalité, elle est autre. Je dis, quand on me dit, ah, mais t'es loin, je dis, on est loin de quoi? On est loin en termes de kilomètres, mais aujourd'hui, on a des avions qui nous permettent d'être partout sur la planète en 24-48 heures. C'est relativement proche, quoi. Ouais. Ah ouais, complètement. Alors, ça fait un peu partie du même conseil, mais concrètement, tu vois, si les personnes ont envie de voyager, ou notamment une femme seule a envie de voyager, mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre, moi, je lui conseillerais de s'engager pour quelque chose et de faire du bénévolat, par exemple. Tu vois, les sites dont tu parlais, Workaway, ou il y en a un autre, Ouais. j'ai oublié le nom.
bah, tu peux faire 1 mois, 2 mois de bénévolat dans un pays où tu vas être nourri, logé, en plus ça ne te coûtera rien du tout, où là tu seras tout de suite, comment dirais-je, dans le bain, à bosser quelques heures par jour pour, par exemple, dans un jardin de permaculture, où en plus tu vas apprendre quelque chose, tu pourras te mettre les mains dans la terre, tu vois, tu pourras être connecté à la nature, apprendre une nouvelle langue, tout de suite être, être dans l'action, dans quelque chose qui va t'être utile. Et tu Souvent, tu es dans une famille, donc tu as un cadre qui est rassurant aussi. Enfin, dans une famille, dans une communauté. Moi, je sais, je l'ai fait au Népal, justement. C'est peut-être pour ça que j'ai adoré mon voyage. Et j'étais dans une famille que je me suis sentie tout de suite appartenir à la famille. Et après, moi, j'avais choisi, je n'étais pas partie très à l'aventure, j'avais travaillé dans une école. Mais du coup, ça rythme aussi ta journée. Il y a un pourquoi. Voilà. Et après, ça te laisse aussi l'occasion de démarrer ton voyage derrière si tu as envie de t'en. Exactement. Tu peux te mettre dans le bain tranquillement et puis tu prends confiance, tu prends tes marques. Et puis, voilà, c'est un moyen de commencer le voyage, d'initier le voyage. Et puis après, se laisser porter. Vraiment, le conseil numéro 2, on dirait, après le fait de dire que finalement, tu n'es jamais vraiment seul. Le deuxième conseil, c'est vraiment de se laisser porter, de ne pas trop planifier les choses et de laisser venir les choses à soi. Je pense que c'est se faire confiance au voyage. Et je trouve que c'est un conseil finalement qu'on pourrait appliquer dans la vie, mais moi que j'ai beaucoup découvert avec le voyage parce que justement il n'y a plus la structure autour. Mais finalement, je trouve qu'au retour de voyage, c'est aussi bien d'essayer de le garder dans sa vie, de se dire que voilà, rien n'est figé, tout est toujours interchangeable et que quand tu as une situation qui à un moment donné t'oppresse, bien sûr, partir en voyage, tu vois, tout d'un coup, tu craques tout et tu peux déployer tes ailes, mais je pense qu'après, justement, et c'est la force, je trouve, de ce genre d'expérience, c'est de réussir à le transposer et à le mettre en place dans sa vie de tous les jours. Et quand j'entends souvent, pareil, tu vois, il y a des retours sur les groupes de voyageuses, je rentre, du coup j'ai le blues, j'ai envie de repartir. Et c'est-à-dire qu'on envisage toujours sa vie comme repartir en voyage perpétuellement. Ça peut être, je dis pas que ça peut pas être la solution. Moi-même, tu vois, je voyage depuis 4 ans. Mais je trouve qu'à un moment donné, se servir de l'expérience que tu as dans le voyage et de ce quotidien un peu particulier, d'essayer de le remettre, remettre ces mêmes réflexes, de remettre ce mode de fonctionnement dans ta vie, de se laisser porter justement, de vivre le moment présent, etc., de réussir à le mettre en place dans sa vie au quotidien, je trouve que finalement, c'est ça que ça t'apprend le voyage. Et je trouve que c'est vers ça qu'il faudrait, enfin, je ne sais pas s'il faudrait, chacun fait comme il veut, mais qu'en tout cas, ça aide aussi à un retour qui est serein, je trouve. Ah ouais. Enfin, moi, c'est un voyage qui a changé ma vie, littéralement, qui a changé ma vie, et que pour du bon, qui a répondu à plein de questions que j'avais et qui m'a apporté beaucoup, qui m'a éclairé beaucoup et qui c'était une expérience magnifique. Et si tu devais garder, on va finir, on va faire le mot de la fin, parce que je voudrais. Est-ce que tu peux sortir, j'imagine que ça va être très dur ce que je te demande, parce que moi-même j'ai du mal à répondre à ça, mais est-ce que si tu devais sélectionner la plus belle chose qui te soit arrivée, ça serait quoi? Alors, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, mais je ne sais pas si je peux en parler parce que c'est probablement un peu personnel. Ça pourrait être une très jolie rencontre. Voilà. Mais l'avenir dira si c'est vraiment une très très jolie rencontre. Donc elle est récente? Non, pas tant que ça. Non. Pas tant que ça. Non, c'était une rencontre, mais qui s'est concrétisée récemment. Mais en tout cas, quelqu'un que j'ai rencontré pendant le voyage. Voilà, donc l'avenir nous dira si voilà, en tout cas, même, enfin voilà, sans parler d'avenir, c'est déjà une très belle rencontre. C'est une belle histoire déjà qui s'est construite au cours de cette expérience-là. Ouais. Là, tu vas faire rêver plein de gens parce que ça, c'est vraiment le mythe. Plein de gens me posent ce genre de questions, tu vois. Donc, tu vois, c'est bien, tu réponds à la question parce que moi, je suis un peu décevante de ce côté-là. J'en ai fait plein des rencontres, mais j'ai rien ramené dans mon sac. Donc, je vais partir au Costa Rica suite au prochain épisode. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. Je trouve que tu as une expérience qui est très, très riche et que je suis vraiment ravie que tu aies accepté de la partager.
Et voilà, j'encourage si les gens en plus sont intéressés par ta nouvelle activité qui est quand même passionnante aussi autour justement du yoga, de la méditation. Donc, aller sur ton blog. Si tu veux redire le nom de ton blog. Alors, mon blog, il est un petit peu mis en stand-by pour l'instant, comme je t'avais expliqué. Ouais, je sais. Mais peut-être qu'on peut te contacter par rapport à tes cours, ou tu donnes dans une structure, ou tu es indépendant. Alors, j'ai un blog sur la méditation. Il y a quelques articles justement qui parlent de mon voyage, un peu de mon voyage et puis beaucoup de méditation. Donc, celui-là s'appelle mesmeilleurmeditations.com. Et donc, c'est vraiment un site dédié à la méditation. Et après, j'ai mon site personnel à moi où j'explique, où je donne déjà toutes les dates de cours, où je donne des cours de yoga, de méditation et des bains sonores avec les bols tibétains. C'est une expérience géniale pour ceux qui n'ont pas expérimenté. Si je descends dans le sud, je viendrai te voir quand même. Alors, je fais aussi des ateliers à Paris, à Bordeaux, à Osgore, à Biarritz et à Bayonne. Ouais, donc je suis en train de mettre à jour le site justement avant qu'on commence l'interview. Tu as une page Facebook pour ça? Alors, j'ai pas de page en fait, j'ai mon profil. J'ai mon profil Facebook. Vous pouvez me suivre parce que du coup, je mets toutes les choses en ligne. Mon nom, c'est Marie Mila. Marie Mila. Ouais, Marie Mila, M-I-2-L-A. De toute façon, je mettrai les liens en dessous de la vidéo quand je. Ouais, ok. Ouais. Et voilà, et à chaque fois, du coup, je mets mes actualités, choses comme ça. Et puis, mon site, c'est mariemila.com. M-A-R-I-E-M-I-2-L-A.com avec toutes les dates des ateliers. Et puis, voilà. Et pour ceux que ça intéresse d'être formés en bol tibétain, je vais proposer une formation de thérapeute en soins sonores à partir du mois de novembre-décembre. Une formation sur 6 mois pour ceux que ça intéresse. Écoute, super. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton expérience. Et puis, voilà, pour toutes les filles qui veulent partir, je pense que ça sera un riche d'enseignements, voilà, de voir qu'on peut oser. Voilà, lancez-vous, tentez votre expérience. Si ça vous plaît, vous continuez le chemin, vous suivez le flow. Et puis, si ça ne vous plaît pas, il y a toujours un avion pour rentrer à la maison. Donc, voilà, le risque, il est quand même assez moindre. Merci Marie. Je te dis bonne continuation, bonne route. Ouais. Et puis, peut-être dans d'autres voyages ou sinon, en tout cas, dans ta nouvelle activité. Ouais. Si tu veux venir faire un cours de yoga avec moi et tester les bains sonores, t'es bienvenue. Merci, ce sera volontiers. Salut. Salut, à bientôt. Salut Caro.